prudent de sortie du confinement. Le Tchad annonce ses 2 premiers décès de patients contaminés par le nouveau coronavirus. Un total de 52 personnes sont testées positives au Covid-19. Le Tchad n'a mis en place aucune mesure de confinement à ce jour et le port du masque est recommandé dans les lieux et espaces publics, mais pas obligatoire. En Guinée équatoriale, 30 employés d'une plateforme pétrolière offshore exploitée par le groupe américain ExxonMobil ont contracté la maladie, soit près d'un tiers de l'effectif, débarqués et confinés dans la capitale, Malabo. Au Malawi, saisi par une ONG, un juge a suspendu l'entrée en vigueur du confinement au motif qu'il n'était accompagné d'aucune mesure d'aide aux populations les plus démunies du pays. Le confinement d'au moins 3 semaines avait été ordonné par le président Peter Mutharika pour tenter de freiner la progression de la pandémie dans le pays. Et au Maroc, plus de 300 cas de personnes contaminées au Covid-19 ont été détectés dans 3 prisons du pays après une campagne de dépistage menée dans les 73 prisons du royaume. Le Burkina Faso, pays le plus touché à ce stade par l'épidémie de coronavirus en Afrique de l'Ouest, a ouvert certains marchés et fera de même très prochainement pour les écoles. Mais les autres mesures de barrière demeurent en place. Moins de cas suspects sont rapportés. Qu'est-ce qui explique ce recul? Pour comprendre la situation actuelle, le docteur Moumouni Nianon, spécialiste en santé sociale, communautaire et comportementale, répond aux questions de Blanche Sanou. J'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que justement est mis en place pour permettre de nous éviter la propagation de ce virus. Quand on regarde l'évolution de la courbe actuellement, on a un nombre assez réduit de tests réalisés et un nombre assez réduit de patients positifs. Aujourd'hui, on n'a eu que 3 cas positifs et c'était uniquement à Ouagadougou. On peut légitimement se poser beaucoup de questions. L'une des questions à se poser, c'est pourquoi le nombre de tests est faible et est-ce que les gens appellent réellement pour se faire tester? Est-ce que les gens se signalent? Est-ce que les gens ne sont pas en train de faire de l'automédication? Et donc voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose et la situation justement n'est pas aidée au vu des difficultés que nous voyons par rapport avec la communication sur la riposte. Et justement, il y a assez de polémiques autour. Les perceptions des communautés ne sont pas du tout en faveur justement de la maladie. Il y en a qui pensent que c'est une maladie purement inventée. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Guinée au temps d'Ebola, où des acteurs de santé se sont fait agresser par les communautés, il y en a même qui en sont morts. Parce que justement la communication faisait défaut. C'est parce que justement les perceptions que les communautés avaient de la maladie, avaient des acteurs de santé, étaient très négatives, puisqu'ils pensaient que ces acteurs de santé étaient en collaboration avec l'Occident pour leur apporter la maladie. Et si justement la communication n'est pas assez transparente, si la communication n'est pas assez véridique, ça rend le travail très difficile. Malgré les premiers succès du Sénégal dans sa lutte contre le nouveau coronavirus, les agents de santé du pays craignent que la pandémie ne s'aggrave, car le nombre de cas a fortement augmenté ces derniers jours. À l'hôpital de Pikine, à la périphérie de Dakar, les patients présentant des symptômes de la maladie sont placés en quarantaine et le personnel médical se protège aussi bien que possible, comme nous allons le voir avec Thierry Kaoré. Combinaison et désinfection obligatoire pour le personnel soignant, le centre hospitalier national de Pikine reçoit de plus en plus de patients dus à la pandémie du Covid-19. Oui, effectivement, l'hôpital est 6 en banlieue, où il y a une forte population. Donc nous accueillons beaucoup de patients, le matin entre 300 et 400 avant la pandémie, mais actuellement,
L'ensemble des patients qui viennent, c'est des patients vraiment qui ont des problèmes sérieux. Au fur et à mesure, nous sommes organisés afin que les mesures barrières soient respectées, la distanciation. Les gens se lavent à l'entrée de l'hôpital, d'abord les mains. Une forte fréquentation à laquelle le personnel médical doit faire face avec le peu de moyens disponibles. L'hôpital manque de consommables, ce qui complique la gestion de l'épidémie. Il nous faudrait plus de lunettes de protection pour le personnel, plus de masques chirurgicaux pour pouvoir en changer régulièrement, plus de masques FFP2 pour certaines situations, des surblouses au moins, et ça c'est ce qui nous manque. Aux urgences, les patients s'accumulent. Les médecins demandent de tester même les cas non suspects avant de les transférer car ils ne veulent prendre aucun risque. Tout patient qui vient à l'hôpital devra systématiquement passer par la salle de tri où il sera, des constantes seront prises, un petit interrogatoire pour décider qu'il aille voir son médecin traitant, ou bien qu'il aille au niveau des urgences, ou bien qu'on l'isole tout simplement si c'est un cas suspect. Dans certains pays, la pandémie a atteint son pic en quelques semaines, alors qu'ici, le nombre de cas augmente progressivement et les médecins craignent que la maladie ne s'étende sur plusieurs mois. De nombreux pays, européens notamment, entament un déconfinement pour redonner vie à des économies étranglées par la crise en procédant très progressivement pour ne pas donner une chance à la pandémie de Covid-19 de flamber de nouveau. La Chine, berceau de l'épidémie, a annoncé aujourd'hui que la session annuelle du Parlement grand-messe du régime communiste s'ouvrirait le 22 mai. L'événement devrait donner l'occasion au président Xi Jinping de proclamer la victoire du pays sur le virus au moment où il est confronté à des critiques pour avoir tardé à informer le monde de sa gravité. L'Iran dit également se préparer pour une reprise de l'activité pour soutenir l'économie. Le président Hassan Rouhani appelle toutefois à suivre les consignes médicales. Le coronavirus a contaminé à ce jour 3,1 millions de personnes dans le monde. Plus de 217 000 en sont mortes, malgré le confinement de plus de la moitié des habitants de la planète. Ici aux États-Unis, la barre du million de cas répertoriés a été franchie hier et c'est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de morts avec environ 58 400 devant l'Italie et l'Espagne. Le bilan des décès en Amérique dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la guerre du Vietnam. L'État de New York ne s'engagera pas au déconfinement avant le 15 mai prochain. L'émotion ne peut pas guider le processus, a jugé hier son gouverneur Andrew Cuomo, en appelant à se concentrer sur des indicateurs rationnels. Des États moins affectés comme la Géorgie ont déjà rouvert certains commerces. Le Texas doit faire de même ce vendredi et l'Alabama prévoit de rouvrir ses plages en fin de semaine. Le président Donald Trump a quant à lui signé un décret hier ordonnant aux producteurs de viande de maintenir leur activité sur fond de crainte de pénurie en raison du coronavirus. La région métropolitaine de Détroit, dans l'État du Michigan, abrite l'une des plus grandes populations musulmanes aux États-Unis. Certains de ces musulmans ont choisi de travailler en tant que médecins luttant en première ligne contre la pandémie de Covid-19. Reportage Alam Bouranan, récit Dididiko. Selon une étude réalisée en 2017 et intitulée Muslims for American Progress, les musulmans représentent environ 15% des médecins dans l'État du Michigan. La médecine est le domaine dans lequel on trouve les personnes les plus vulnérables et celles qui ont le plus besoin d'aide. J'adore le domaine médical, tout simplement parce que vous pouvez réellement impacter la vie des gens et faire une différence. Je suis immigrant. Je suis arrivé aux États-Unis il y a environ 10 ans. Je me souviens que ni mes parents ni moi n'avions d'assurance santé à notre arrivée. Nous partions dans des cliniques gratuites. C'est ce qui m'a inspiré à devenir médecin. Beaucoup de ces médecins ont été influencés par leur famille, des immigrants musulmans qui sont venus au Michigan dans les années 60-70 et qui ont choisi d'étudier la médecine à mesure que la demande en professionnels de la santé augmentait. Il y a un système de méritocratie dans ce domaine. La société croit au travail acharné et au mérite. Donc beaucoup de médecins sont venus ici à la recherche d'opportunités et il y avait aussi une forte demande.
Dans les années 60-70, une vague de réfugiés du Moyen-Orient a également contribué à l'augmentation du nombre de professionnels de la santé issus de pays musulmans. Dans les années 60, nos lois sur l'immigration ont été libéralisées et nous avons mis l'accent pendant cette période sur l'embauche de personnes qui avaient des diplômes supérieurs, des personnes hautement qualifiées et des personnes qui étaient au point dans les domaines où nous avions un déficit en Amérique. Dans les communautés d'immigrants de Détroit, être médecin est considéré comme étant très prestigieux. C'est un parcours universellement reconnu comme étant prestigieux. Les médecins et les ingénieurs sont un choix de carrière très respecté au Moyen-Orient. L'étude réalisée en 2017 a également indiqué que les résidents musulmans du Michigan soignent 1,6 million de patients par an et ils soutiennent indirectement près de 40 000 emplois. Et pour revenir à l'actualité africaine, la réaction de Guillaume Soro après sa condamnation hier à 20 ans de prison pour corruption. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-premier ministre qui vit en exil en France affirme qu'il reste candidat à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire et qu'il gagnera. À 47 ans, Guillaume Soro, qui a aussi été président du Parlement ivoirien, a été reconnu coupable de recel, de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007, alors qu'il était chef du gouvernement au terme d'une audience boycottée par ses avocats. Le tribunal correctionnel d'Abidjan a ordonné la confiscation de sa maison et la privation de ses droits civiques. Il a également été condamné à 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Il qualifie le procès de parodie. John Lyndon a recueilli la réaction du professeur Franklin Niamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro. Alors, ce verdict est le résultat d'une parodie absolument inacceptable, car il a été délivré par un tribunal qui méprise les instances judiciaires africaines de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha, qui ont ordonné la libération immédiate de tous les compagnons du président Guillaume Soro, la suspension du mandat d'arrêt international illégal et illégitime qui avait été lancé contre lui, et toute forme d'empêchement de sa campagne pour l'élection présidentielle 2020, pour laquelle il est très clairement en réalité le candidat favori. Alors, réagissant justement à ce verdict, M. Guillaume Soro dit, et je cite, « Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai ». Comment compte-t-il s'y prendre de là où il se trouve en France, si je ne m'abuse? Guillaume Soro compte mobiliser, comme on l'a bien vu, les moyens du droit, d'une part, et d'autre part, ceux de la mobilisation large du peuple ivoirien. Il est en construction de l'Alliance des forces démocratiques ivoiriennes qui devrait amener le gros des forces de l'opposition qui constituent la majorité du champ politique ivoirien aujourd'hui à parler d'une langue cohérente dans le cadre d'un projet de restitution de la Côte d'Ivoire à l'état de droit et à la démocratie. Par ailleurs, Guillaume Kibofori Soro est parfaitement convaincu que M. Alassane Ouattara, parvenu au pouvoir en Côte d'Ivoire après 17 ans, après avoir été exclu de la citoyenneté ivoirienne pour nationalité douteuse, après avoir lui-même subi un mandat d'arrêt international pour mener subversif dans le pays, eh bien c'est Alassane Ouattara-là qui est devenu ivoirien grâce à la volonté d'intégration et d'inclusion de beaucoup de ceux qu'il vilipende aujourd'hui, ne peut pas exclure Guillaume Kibofori Soro de son pays. N'allez nulle part ailleurs, le monde aujourd'hui revient dans quelques petits instants. Too many haters started, I ain't gonna be
Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, une émission de VOA Afrique. La recherche sur le nouveau coronavirus avance à petits pas. De nouvelles études montrent à présent quelles sont les cellules humaines les plus sensibles au virus. Explication avec Arzuma Compaoré. Selon des recherches publiées dans les revues Nature and Cell, des spécialistes du monde entier ont identifié les cellules des poumons, des voies nasales et de l'intestin qui sont les plus sensibles au SARS-CoV-2. Les résultats de la recherche montrent que les cellules sécrétoires qui produisent du mucus dans les voies nasales possèdent les ARN des 2 protéines que le COVID-19 recherche pour attaquer une cellule. Les résultats suggèrent également que le coronavirus aurait pu muter pour exploiter l'interféron, donc des protéines libérées par les cellules pour lutter contre les virus et les infections. Les chercheurs ont également découvert que les cellules de l'intestin, chargées de l'absorption partielle des nutriments, appelées entérocytes, expriment également des ARN de 2 protéines, ce qui les rend vulnérables au coronavirus. Et maintenant, pour un résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Bredraougou. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ces conditions pas habituelles pour cette rubrique sportive, devenue hebdomadaire, vous l'aurez constaté, coronavirus oblige. Nous parlons de basketball pour commencer. La NBA a repoussé la réouverture des centres d'entraînement au 8 mai au plus tôt. La Ligue nord-américaine de basketball avait pourtant annoncé lundi qu'elle comptait autoriser la réouverture des centres d'entraînement des franchises le vendredi 1er mai pour des séances de travail individuelles des joueurs pour les zones où les directives gouvernementales contre le coronavirus le permettent. D'après le mémo de la NBA envoyé aux franchises, l'accès aux installations sera limité à 4 joueurs à la fois et aucun entraîneur ne sera autorisé à participer aux séances. L'instance rappelle en outre que ces entraînements et rassemblements de groupes restent interdits et que les joueurs n'ont toujours pas le droit de se rendre dans des installations n'appartenant pas à leur franchise, telles que les gymnases. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a rappelé qu'une décision sur la reprise de la saison, suspendue depuis le 11 mars, n'interviendra pas avant le mois de mai. Athlétisme à présent, l'annulation des marathons et des courses majeures en raison des mesures de confinement ne signifie pas pour autant que les amateurs de sport ne peuvent plus se régaler. Il est toujours possible de battre des records, c'est juste un peu plus compliqué. Comment? Vous allez le comprendre dans ce reportage de Maxime Moskalkov que j'ai repris pour vous. Malgré les mesures strictes de quarantaine, les personnes qui aiment le sport et la course ont trouvé un moyen unique de concourir. Il y a encore des courses à faire, même si c'est juste devenu un exercice solitaire, parfois dans la cour du coureur. Les courses en ligne deviennent de plus en plus populaires et plusieurs plateformes permettent aux coureurs de s'inscrire. Run Sign Up est l'une d'entre elles. Beaucoup de courses se transforment en courses virtuelles ou proposent de nouveaux événements virtuels, beaucoup plus en ce moment qu'en temps normal. Et la raison pour laquelle cela se produit est que les gens cherchent des moyens de rester actifs et ils recherchent des communautés et des moyens pour que les gens se rassemblent. Les courses virtuelles ne sont pas nouvelles. Elles permettent aux participants de parcourir une certaine distance à un moment et dans un lieu convenable, puis de partager les résultats. Leurs progrès peuvent être suivis avec une application spéciale connectée au GPS. Après avoir terminé, ils envoient les résultats aux organisateurs de la course qui annoncent les gagnants et envoient des médailles et des cadeaux. Porter Bratton organise des courses dans l'État de Washington depuis plus de 12 ans. Lorsque les courses et les marathons ont été annulés à cause du nouveau coronavirus, il a décidé de tout transformer en espace en ligne. C'est ainsi que son organisation caritative, The Social Distance Run, a vu le jour. Pour cette course dont nous venons de clôturer l'inscription hier soir, nous avons fait une collecte de fonds pour le Fonds mondial de secours contre le nouveau coronavirus. Le don total que je viens de vérifier ce matin était de $18 400. Une autre chose que nous faisons, c'est que nous utilisons une partie des bénéfices de la course pour octroyer les subventions aux petites entreprises. Les coureurs peuvent nommer une petite entreprise qui a besoin d'aide. Parmi les coureurs et sportifs qui ne voulaient pas renoncer à leur passion, il y a Michael Wardian. Il a remporté le 41 Backyard Ultra, devançant 2300 coureurs de 65 pays. Le résident d'Arlington en Virginie a couru pendant 2 jours et demi d'affilée sur 422 km, faisant virtuellement le tour de sa maison.
J'ai eu l'occasion de faire près de 500 courses d'1,5 km à 400 km à travers le désert de Gobi en portant toutes mes affaires sur le dos. Des courses à travers le désert du Sahara en Afrique, au marathon au pôle Nord et en Antarctique. Mais je dirais que l'événement le plus incroyable a été ce Black Year Ultra que j'ai fait à environ 50 pas de ma maison. Mais tous les sportifs ne sont pas des professionnels chevronnés. Une organisation à but non lucratif appelée Healthy Kid Running Series organise des courses en ligne pour les jeunes coureurs âgés de 2 à 14 ans. Nous attirons des enfants qui manquent peut-être de confiance en soi ou d'estime de soi ou peut-être un peu en surpoids. Le programme leur permet de faire leurs courses et de connaître le succès. Les développeurs d'applications en ligne affirment que les courses de plusieurs jours gagnent en popularité ces derniers temps et que peu importe ce que les gens pensaient du sport avant la pandémie, cela devient définitivement le nouvel engouement. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain. Bye bye. Au Cameroun, l'ancien lion indomptable Samuel Eto'o vole au secours de ses compatriotes résidant dans des quartiers pauvres des grandes villes du pays. Par le biais de sa fondation qui porte son nom, l'ex-attaquant du FC Barcelone a lancé une campagne de distribution de vivres aux familles démunies. La ville de Douala, dont il est natif, a été la dernière étape de cette campagne d'aide aux familles piégées par les restrictions du gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19. Yacouba Ouedraogo pour les détails. Avant le Covid-19, Julienne Mafou gagnait sa vie en vendant des légumes au bord de la route. Elle a construit sa maison en bois avec son mari sur un terrain marécageux parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre dans ce quartier pauvre de Douala. Le couple partage la maison avec leurs 5 enfants et la plupart du temps, Julienne doit emballer de la boue autour de la hutte pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Un état de pauvreté aggravé par les restrictions de circulation et l'interdiction de vente informelle dans la rue à cause du coronavirus. Désormais privée de majeurs revenus de son petit commerce, Julienne n'a aucune ressource pour nourrir sa famille ou payer ses factures. Ça a occasionné beaucoup de problèmes parce que moi particulièrement, parce que c'est à base de ce commerce que je sors. C'est à base de ce commerce que je me bats, que les enfants puissent manger. C'est à base de ça que je peux payer la lumière. C'est à base de ça que je peux faire tout. Parce que, comme vous constatez, même de l'eau, ici, c'est pas facile. Donc, il faut faire des kilomètres pour chercher de l'eau à boire. Donc, à cause de ça, je ne parviens pas à joindre tous les deux bouts parce que je suis sur place. Julienne Mafou et des dizaines de milliers de Camerounais sont la raison pour laquelle l'ancien international camerounais, Samuel Eto'o fils, donne des vivres et des informations aux plus vulnérables via sa fondation qui porte son nom. Portant des t-shirts estampillés « Stop Covid-19 », cette armée de volontaires distribue des sacs de riz et de savon aux habitants des quartiers les plus nécessiteux, comme ici, dans ce bidonville de Douala, difficile d'accès. Beaucoup de gens au Cameroun souffrent. Il y a beaucoup de pauvreté ici et il est recommandé aux gens de rester chez eux autant que possible. Pour ce faire, vous devez pouvoir manger tous les jours et c'est pourquoi nous avons décidé de donner une petite contribution. Cela ne peut pas aider longtemps, mais cela peut aider même pendant 1 ou 2 jours. C'est encore quelque chose. Donc, non seulement nous faisons un don, mais plus que cela, nous donnons des conseils. Nous venons chez eux, porte à porte, leur demandant de se laver les mains, de porter leur masque et de ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire. Débutée le 17 avril, cette campagne d'aide de la Fondation Eto'o s'est achevée le 21 avril. 50 000 foyers ont été visés à travers les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Boya. Tiri Ti-I-La en langue sango, parlé en République centrafricaine, signifie « c'est notre combat ». C'est le titre d'une chanson composée par 15 jeunes artistes centrafricains pour sensibiliser la population sur le Covid-19. Nous partons à leur rencontre à travers ce reportage de Sandrine Happy. La mise en quarantaine et les blocages dans de nombreuses villes ici aux États-Unis ont transformé la vie quotidienne des gens, y compris ce qui a trait à la recherche de l'âme sœur. En ce moment, coronavirus oblige, cela se fait davantage en ligne à travers les applications et les sites de rencontres. Karina Bafradzian s'est penchée sur le sujet. Le récit est de Thierry Kaoré.
Des consignes sanitaires pour se protéger du coronavirus qui deviennent des refrains afin d'exhorter la population centrafricaine à appliquer les bons gestes pour se protéger du coronavirus. C'est le pari réussi d'un groupe de 15 jeunes artistes centrafricains qui s'est créé sous le nom collectif 236 afin d'apporter leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. Le collectif 236, si on doit résumer en quelques mots, c'est d'abord l'union des artistes. On s'est dit, plutôt que d'aller en ordre dispersé contre le coronavirus, il était important pour nous de nous retrouver en collectif. Covid-19, Tiriti est là pour dire que c'est notre combat. Et nous sommes tous concernés. L'un des objectifs principaux de cette création musicale, produite avec l'appui de l'Alliance française de Bangui et de l'Union européenne, est aussi celui de combattre les idées reçues qui sévissent parmi la population. On s'est rendu compte qu'ici en Centrafrique, il y a beaucoup de préjugés déjà. Les Centrafricains ne prennent pas ça au sérieux. Ils se disent que c'est peut-être un virus qui n'existe pas ou peut-être c'est fait pour les Blancs. Déjà, c'est pour enlever cet état d'esprit, ces fake news qui pensent que c'est pas fait pour nous. Ensuite, pour amener les gens à respecter les consignes des autorités, ces gens qui sont à l'étranger là-bas, qui ont un système hospitalier plus avancé que nous, ils meurent par milliers. Mais si ça arrive chez nous, mais combien de personnes? Nous, on n'a même pas assez de personnel soignant déjà et même pas des infrastructures adéquates pour lutter contre ça, ça va être chaud. Associer plusieurs artistes et utiliser plusieurs genres musicaux dans une seule composition est une astuce utilisée par les artistes pour se donner toutes les chances de toucher un très grand nombre de personnes. Ensemble, l'union fait la force et plusieurs populations, plusieurs fans vont vouloir écouter chacun de son artiste, chaque intervenant, et du coup ça sera très intéressant. Et le message va vraiment partir partout dans chaque coin du pays dans quelques jours et nous allons tous vaincre le coronavirus et on sera bien. Le 26 avril 2020, le ministère de la Santé a annoncé la confirmation de 22 nouveaux cas sur le territoire centrafricain, dont 17 cas importés et 5 contaminations locales, ce qui porte un total de 41 cas, dont 10 patients déclarés guéris et 0 décès. Sandrine Happy pour VOA Afrique, Bangui. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.